Bonjour à toutes et tous, je suis Guillaume Buffet et je suis ravi de vous accueillir pour cette session autour d'une question vraiment d'actualité pour une industrie décarbonée. La formation peut-elle accélérer l'engagement de tous? Pour nous aider à répondre à cette question, j'ai autour de moi, autour de cet écran, Christophe Moignet, qui est directeur régional industrie pour le Grand Est chez Siemens. Bonjour Christophe. Bonjour. Antoine Fricard, qui est chargé de mission transition écologique de l'Institut Mines Télécom. Bonjour Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Aurélie Adrubal, qui est chargée de communication de l'Alliance Industrie du Futur. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour Aurélie. Et Marie Prisca-Saunier, consultante en innovation chez Motherbase. Bonjour à tous. Alors, avant de démarrer bille en tête sur notre conférence, je vous proposerai de faire un petit tour d'écran pour que chacun se présente, nous explique ce qu'il fait de beau dans la vie, mais surtout nous dise en quoi le sujet de la décarbonation le concerne. Et avec une petite question, c'était quoi la décarbonation pour vous il y a 2 ans? On commence par vous, Christophe? Oui, merci Guillaume. Donc, Christophe Moignet, je suis le directeur régional du groupe Siemens pour la branche industrie sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. Et je vais dire, au sein du groupe Siemens, on a la double particularité d'être à la fois industriel, puisqu'on produit un certain nombre d'équipements à destination des industriels dans leur process. Et nous sommes également promoteurs de solutions digitales, qu'elles soient pour la conception ou l'utilisation même des outils de production. Et donc, pour répondre à votre interrogation, qui était également la mienne il y a 2 ans, quand on parlait de décarbonation, c'était essentiellement un enjeu groupe interne. Vu la taille du groupe Siemens, il y avait une volonté affichée et aujourd'hui qui se met en place d'être neutre carbone d'ici 2030, donc avec un certain nombre de mesures internes. Et je dirais qu'au-delà de cette vision qui était une vision groupe il y a 2 ans, j'ai vu apparaître ces derniers mois des demandes de la part des industriels qui aujourd'hui s'interrogent sur la thématique et viennent en questionnement chez Siemens en disant, voilà, comment puis-je appréhender ce sujet et comment vous pouvez m'accompagner. Donc, il y a eu ces deux aspects, internes et externes, sur la décarbonation au sein de Siemens. Merci Christophe. Je vous en prie. Alors Antoine, j'imagine qu'à l'Institut Mines Télécom, les sujets de décarbonation doivent être présents dans peut-être pas toutes les têtes encore, mais beaucoup, j'imagine, chez vos étudiants, mais chez vous en interne. Expliquez-moi ce qu'il en est et votre parcours autour de ces sujets. Oui. Alors exactement, donc moi je suis voilà, actuellement chargé de mission en transition écologique à l'Institut Mines Télécom. C'est un poste assez récent, que ça soit dans mon cas personnel, hein, j'y suis depuis 1 an, mais aussi dans sa création en elle-même, hein, parce que ce poste est né justement d'attentes et d'exigences nouvelles des élèves en fait, qui avaient besoin que leurs écoles, leur établissement, leur cursus de manière générale se transforment un peu aussi au rythme de ces nouveaux enjeux, donc notamment de décarbonation et de transition écologique, si je vois au sens large. Moi, d'un point de vue plus personnel, il y a 2 ans, c'est intéressant parce que j'étais en thèse. Donc voilà, je faisais un sujet de recherche sur la gestion de l'eau en région méditerranéenne en contexte de changement climatique, justement. Donc, on va dire que j'abordais la question de la décarbonation, pas forcément d'un point de vue technique, mais peut-être plus réglementaire. J'y voyais là voilà, les objectifs qu'on se fixait. Donc, Christophe donc précédemment parlait par exemple voilà d'objectifs à l'échelle au 2030, etc. Donc voilà, je voyais un peu ça comme des horizons, des objectifs à se fixer, mais d'un point de vue très réglementaire, donc sans forcément voilà, savoir de quoi il en retournait et comment s'y prendre finalement. Et aujourd'hui, en étant peut-être un peu plus dans le cœur de la machine, voilà, d'un établissement d'enseignement supérieur, je me rends compte voilà, de tout le chemin qu'on a à parcourir justement pour, d'un point de vue vraiment opérationnel, mettre en œuvre une société décarbonée. Donc que ça soit, comme je l'ai un peu expliqué, dans les formations qui doivent se transformer, donc pour nos élèves, mais aussi dans l'accompagnement qu'on peut proposer à des entreprises pour la formation qu'on va appeler continue. Voilà, et donc pour essayer de continuellement voilà, se mettre à jour aussi sur ces questions-là et puis transformer les procédés industriels, etc. Eh bien, on va y revenir sans doute très bientôt. Merci, merci Antoine. Alors Aurélie, on s'est connus parce que donc vous êtes en charge des sujets de communication à l'Alliance Industrie du Futur, mais vous portez aussi le portail décarbonation sur lequel nous avons travaillé ensemble. Mais on va commencer par ce sujet.
Où en étiez-vous sur ce sujet il y a 2 ans? Et puis, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce portail décarbonation? Très bien. Alors, en septembre dernier, pour commencer, j'ai intégré, comme vous l'avez dit, l'Alliance Industrie du Futur en tant que responsable communication. Et avant cela, j'ai été relativement éloignée de ces thématiques, il faut le dire, parce que, en toute honnêteté, mes actions en faveur de l'environnement se limitaient principalement au tri des emballages et des petits gestes du quotidien. Puis, il y a 2 ans, j'ai rejoint l'équipe de développement durable d'EDF. Et cette expérience a été un véritable déclic pour moi, en me faisant réaliser l'urgence de la situation environnementale et la nécessité d'agir avec plus de vigueur et plus de rigueur. Et aujourd'hui, je suis complètement engagée dans un apprentissage continu finalement, en me formant aux dernières avancées et pratiques en matière de décarbonation afin de contribuer tout simplement et activement à ce domaine crucial et particulièrement dans le secteur dans lequel je travaille aujourd'hui. Donc, vous associez des centres d'intérêt personnels avec votre boulot. Il y a plein de gens qui en rêveraient. Quand on parle à des étudiants pour Antoine, j'imagine que ce sera formidable le jour où on arrivera à aligner les projets personnels et professionnels pour tout le monde. Marie Prisca, bon, je dois dire qu'on travaille ensemble assez régulièrement, mais je sais que vous êtes aussi très sensible à ces sujets à titre personnel. Comment est-ce que vous êtes arrivé à travailler sur ce portail et c'est quoi votre implication dans les sujets de décarbonation? Yes, bah exactement, ça fait une belle transition avec la fin de l'intervention d'Aurélie, où justement j'arrive aussi à allier ce petit penchant personnel avec le professionnel, car aujourd'hui, il y a 2 ans, c'est un sujet que je maîtrisais pas du tout. Et au final, chez moi, enfin, avec Motherbase et les clients qu'on a aujourd'hui, c'est une thématique qui revient assez souvent. On voit que c'est une vraie préoccupation aujourd'hui. Et donc, depuis 2 ans, ça m'a permis, à travers Motherbase aussi, de découvrir qu'il y avait des solutions directes qui permettaient de faire bouger les choses et un signal qui est extrêmement positif, surtout pour notre génération qui peut être un petit peu angoissée par toutes ces questions et notamment tout ce que les médias peuvent nous dire dessus. Et donc, moi, ça m'a donné la pêche pour justement aussi me battre au sujet personnel et m'impliquer dans des associations, notamment pour faire de la sensibilisation autour de ces questions-là en plus. Donc, j'allie le professionnel au personnel également sur ces sujets. Alors, ben, Marie Prisca, je vous propose de continuer en nous expliquant justement, vous venez de prononcer plusieurs fois le mot Motherbase, qui doit être un drôle de mot pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent certainement pas cette technologie. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit mot sur la technologie qui est à l'origine de ce portail décarbonation? Oui, bien sûr. Motherbase, il faut le voir comme une grosse base de données qui permet, grâce aux réseaux sociaux, d'identifier toutes les solutions innovantes sur un domaine. C'est-à-dire que dès qu'une société va échanger avec un grand groupe qui est dans notre base de données, nos algorithmes vont identifier si cette structure est plutôt une start-up, une association, une PME, un média, va identifier quel type de structure c'est et la classer automatiquement. On va également connaître son secteur. Est-ce qu'elle fait partie de l'industrie 4.0, de la smart city, de la construction? Je ne vais pas citer tous les secteurs parce qu'on en a plus de 50 différents aujourd'hui sur la base. Mais ça va aussi nous dire des informations sur les technologies utilisées par les sociétés, etc. Donc, ce qui nous permet, au sein de ces différentes sociétés, d'accompagner nos clients pour trouver les pépites ou alors faire des recherches sur un écosystème et comprendre voilà, qu'est-ce qu'on peut adresser, c'est-à-dire on va chercher une structure en particulier, on va pouvoir, avec la base de données, faire une recherche et dire, voilà, je cherche par exemple une start-up qui est sur le thème de la décarbonation, j'arrive du coup au portail, et dire, voilà, j'aimerais connaître un petit peu aussi où est-ce qu'elle est géolocalisée. Est-ce qu'on veut uniquement des sociétés qui sont en France, en Europe ou alors autre part dans le monde, en fonction de son nombre d'employés? Voilà, on peut vraiment faire des recherches euh, assez ciblées grâce à notre solution. Merci Marie Prisca. Et donc, Aurélie, peut-être que c'est le moment rêvé de basculer sur le portail de la décarbonation pardon, que vous avez créé, nous expliquer comment il fonctionne, à quoi il sert, et peut-être quelques petits écrans de démos. Je vous propose de partager mon écran pendant que vous nous expliquez ce qu'il en est, si ça vous va. Oui, bien sûr. Alors peut-être qu'avant, je pourrais donner un peu de contexte pour situer la filière par rapport à l'Alliance Industrie du Futur. Donc, comme je vous le disais, je travaille pour l'Alliance Industrie du Futur et ça vient d'une initiative qui a été lancée en 2015 donc, par Emmanuel Macron, à l'époque où il était ministre. Et l'idée, c'était de rassembler finalement tous les acteurs importants du monde industriel
donc des universités aux entreprises technologiques, pour donner un coup de pouce aux PME et aux ETI. Et le but, c'est de les aider à entrer de plein pied dans l'ère du numérique. Et en 2021, donc l'AIF, Alliance Industrie du Futur, l'AIF pilote la filière Solutions Industrie du Futur. Et notre mission, c'est de faire connaître et de renforcer notre offre française transversale pour l'industrie du futur, tout en encourageant la collaboration avec d'autres filières. Donc, c'est comme ça que le portail des startups de la décarbonation est né au sein du groupe de travail startup, donc qui a pour mission de mettre en valeur les startups françaises dans l'industrie, mais aussi de nos échanges avec les filières de la demande et les industriels qui recherchent activement les solutions innovantes pour accélérer la décarbonation. Donc, pour vous présenter le portail, lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, donc on peut voir qu'il y a différentes rubriques. Donc, une partie actualité, donc qui recense les actualités les plus récentes avec différents articles. Donc, comme ça, on peut se tenir au bout du jour vraiment sur toutes les dernières informations sur le sujet. Ensuite, évidemment, il y a une partie parcours. Donc, une partie parcours. Ici, on a voulu rendre l'outil en fait le plus intuitif possible pour que qui que vous soyez, vous puissiez être accompagné dans votre démarche de la décarbonation. Donc, vous trouvez différents profils, donc que ce soit le profil lié aux industriels, ou alors si vous êtes une start-up ou une entreprise, ou encore si vous êtes un investisseur, vous avez également un profil qui vous est dédié. Donc, qui que vous soyez, si vous avez des questions sur la décarbonation, vous trouverez des réponses. Ce portail-là, en tout cas, peut vous les apporter. Donc, en tant qu'industriel, comme vous voyez, vous pouvez évaluer votre impact, vous obtenir un accompagnement. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, mais que vous ne savez pas vers qui vous dirigez, vous avez également un onglet qui vous permet de trouver les solutions adéquates. Et enfin, vous pouvez aussi former naturellement vos équipes à ce sujet au cœur d'actualité. Merci. D'autres éléments à partager sur… Bien sûr. Donc, pour la partie parcours, on a fait le tour. Il y a aussi évidemment la partie annuaire. Donc, la partie annuaire qui recense un certain nombre de fiches entreprises qui permettent de comprendre ce que font ces entreprises. Donc, elles sont toutes classifiées par domaine d'impact de la décarbonation, si je puis dire ainsi. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut voir en un coup d'œil sur quels aspects de la décarbonation ces entreprises agissent. Donc voilà, donc ce qui nous différencie de tout autre annuaire, c'est le fait que celui-ci soit constamment actualisé et toujours grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, donc lorsqu'on regarde sur les différentes fiches entreprises, on peut voir qu'elles sont catégorisées, pardon, pour s'assurer que toutes les startups en fait interviennent de façon 360 sur tous les aspects de la décarbonation de l'industrie. Donc vraiment, tous les champs de la décarbonation sont couverts. Très bien. D'autres Merci. éléments Donc, par rapport à l'annuaire, on a fait le tour. Donc, on a aussi la possibilité donc, on peut peut-être cliquer sur la partie carte, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette cartographie permet de voir qu'on peut chercher aussi par localisation. Donc, en cherchant sur une ville, on peut voir toutes les solutions présentes et à quel secteur ou à quel domaine elles appartiennent. Et ça, c'est pas du tout parce que Marie Prisca est à Grenoble qu'on se retrouve avec un zoom sur la région de Grenoble, par exemple. Mais on pourrait aussi aller voir ce qui se passe dans le Grand Est, etc., etc. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc on a plus de 500 solutions. Référencées sur cet annuaire. Donc, qui viennent, Exactement. tout à l'heure, très essentiellement de start-up françaises. Exactement. C'est tout à fait ça.
Super. On a fait le tour peut-être de cette présentation? Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Aurélie. Donc, 500 solutions dans cet annuaire. Franchement, on m'aurait demandé il y a un an, est-ce qu'il y a 500 PME et start-up, ou même start-up uniquement, qui apportent des solutions autour de la décarbonation? Je n'y aurais pas cru l'ombre d'une seconde. Et pourtant, il y a une dynamique absolument incroyable dans ce domaine. Euh, et c'est l'occasion de partager avec nos invités cette question, où est-ce qu'on en est en 2023? Parce que euh, très souvent, on nous laisse à penser que rien n'avance, que rien ne bouge. Je ne crois pas du tout que ce soit la réalité aujourd'hui, hein, vu cette présentation le démontre. Euh, et mais Christophe, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez à la fois concerné en tant qu'industriel, mais aussi en lien avec l'ensemble de vos clients. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que c'est en train d'accélérer très vite, que vos clients sont très en attente autour de ces sujets? Bref, quel est le niveau de maturité des entreprises industrielles concernant la décarbonation en cette fin d'année 2023? Alors, en attente, c'est certain. Hum, Il doit faire mener des actions hum, à plusieurs titres. Je veux dire, le premier est essentiellement économique, hein. hum, C'est très basique, mais un industriel regarde d'abord ses enjeux économiques hum. et regarde ce qu'il peut faire comme économie d'énergie, surtout par rapport aux enjeux du coût des différentes énergies aujourd'hui qu'il peut avoir lorsqu'il doit produire. Donc, voilà, c'est un intérêt d'abord intéressé. Et ensuite, je dirais, il y en a un autre qui vient en second plan, c'est l'intérêt finalement des utilisateurs, alors des clients finaux, on va appeler ça comme ça, mais des utilisateurs des différentes solutions qui aujourd'hui veulent savoir quelle est un petit peu l'empreinte carbone ou l'impact carbone de ce qu'ils achètent. Et on voit que quand il y a cette question qui se pose, finalement, toute la chaîne de l'industrie, quelle qu'elle soit, est concernée par la thématique. Parce que ça veut dire que chacun, à son niveau, lorsqu'il l'effectue ou il vient enrichir finalement le produit qui sera in fine commercialisé, a besoin d'apporter sa connaissance et finalement son empreinte, sa propre empreinte carbone dans cette chaîne de production. Donc ça va de l'extraction jusqu'à la commercialisation. Et donc, pour les industriels, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu là-dessus de connaître un petit peu quelle est leur empreinte carbone au sens large pour pouvoir le matérialiser quelque part, dire, ben voilà, ce que je fais au sein de mes opérations, dans mon process de production, avec mes équipes, a tel impact. Et qu'est-ce que je fais naturellement pour le réduire, puisque le but étant d'avoir l'impact le plus faible possible. Et ça, on voit de plus en plus émerger cette question, cette demande au niveau des industriels. Je vous avoue en toute franchise que c'est une question à un instant T parce qu'il y a beaucoup de composantes qui ne sont pas encore là pour pouvoir le matérialiser et en définir vraiment tout l'impact. Mais la demande est grandissante et donc finalement, c'est toutes les filières qui sont en train de s'organiser pour essayer de mesurer cette chaîne finalement et de dire quelle est l'empreinte carbone et comment est-ce qu'on peut, par voie de conséquence, si on réduit cette empreinte carbone, décarboner. Donc, Là, de ne pas... si je comprends bien, les sujets d'énergie sont importants, mais il n'y a pas que ça, hein. Vous parlez de l'ensemble des étapes ou de l'ensemble du processus. Et donc, les demandes qui vous sont faites ne concernent pas que l'énergie aujourd'hui, hein. Non, 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 non. D'ailleurs, c'est assez surprenant parce que je dirais que les entreprises sont assez bien au fait des enjeux sur les différentes énergies qu'elles utilisent dans leur process de production. Alors, j'ai expliqué pourquoi, parce qu'il y a un intérêt direct et personnel. Mais il y a d'autres enjeux sur lesquels aujourd'hui ils souhaitent travailler, à savoir, lorsqu'on va produire un équipement, quel qu'il soit, il faut le concevoir. Et en général, on passe par des phases de prototypage par exemple, hein, et ces phases de prototypage, qu'ils soient au niveau du produit lui-même ou du process de fabrication, nécessitaient avant un certain nombre d'itérations en grandeur réelle, avec naturellement des choses qui partaient à la benne parce qu'on fait rarement juste du premier coup. Et Mm. donc, l'idée, c'est aujourd'hui d'utiliser le digital, donc ce que nous appelons au sein de Siemens le jumeau numérique, Mm. finalement, pour concevoir les produits et les outils de production sans avoir à passer à l'échelle 1, en tout cas pas immédiatement. Il y aura une phase naturellement de mise en œuvre industrielle qui sera nécessaire, mais si on peut épargner tout un tas d'étapes intermédiaires et se servir des modèles numériques pour finalement s'approcher de la réalité, c'est ça de gagner en termes d'impact et d'impact environnemental. Ça, c'est très intéressant. Je vous propose qu'on y revienne tout à l'heure parce que tester pour faire progresser, c'est évidemment quelque chose qui peut être extrêmement utile à tous. Euh, mais juste avant ça,
Antoine, vous avez entendu à l'instant ce que nous disait Christophe, c'est presque une exigence du consommateur ou de l'utilisateur de voir progresser la décarbonation. Vous l'avez sous-entendu tout à l'heure, c'est aussi une exigence finalement de vos étudiants. Et j'ai eu l'impression que les étudiants avaient fait bouger l'école. Est-ce que c'est la réalité? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui à fin 2023? Comment vos étudiants sont formés à ces sujets? Et comment est-ce que ça fait bouger les écoles? Oui, bah, tout à fait, hein. Je peux que rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que tout à l'heure j'expliquais voilà, cette exigence un peu nouvelle voilà, des élèves qui nous a poussé à devoir voilà, accélérer en fait, sur la question. Hein, pour le dire plus rapidement, c'est vrai que des institutions, des grands groupes avancent moins rapidement que des idées et la transformation de ces idées à travers voilà, les jeunes générations qui peuvent les porter. Et donc, nous, tout l'enjeu, en fait, c'est de pouvoir accompagner voilà, tous ces changements. Aujourd'hui, dans les écoles donc de l'Institut Mines Télécom, on travaille déjà à avoir ce que je vais appeler une acculturation à ces enjeux de transition écologique qui soit la plus transversale possible. Donc, c'est-à-dire dans tous les types de formations, hein, puisque comme un peu le nom de l'IMT peut l'indiquer, on a autant des formations qui sont plus axées donc sur la question des énergies et des ressources que des formations voilà, et des cursus autour de la question du numérique. Et donc l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, en fait, quel que soit finalement l'objet d'étude, en fait, on ne peut plus les envisager sans parler des impacts potentiels de cette activité, d'avoir en fait une vision systémique, voire voilà, holistique en fait de ces questions-là. Et donc, on travaille à déjà transformer voilà, les programmes en eux-mêmes, à avoir cette prise de recul dans chaque discipline, chaque spécialité. Et puis, on s'efforce aussi, du fait de la nature de notre groupe, d'avoir plusieurs écoles, plusieurs campus, de mettre en place des actions mutualisées, des dispositifs voilà, partagés. On a, par exemple, un forum annuel de la transition écologique où on fait participer toutes nos écoles. Donc, on a 8 écoles principales IMT et quelques écoles partenaires, hein, ce qui fait qu'on rassemble en une même journée plus de 2000 élèves voilà, pour discuter d'une question, voilà, adresser un sujet spécifique. Hein. Par exemple, en 2023, on avait traité de la question de l'ingénieur et du vivant. L'idée, c'est d'essayer de mettre en avant en fait, des sujets qui paraissent peut-être pas naturels en fait, pour les élèves eux-mêmes au vu de ce que on peut penser être le rôle de l'ingénieur qui est peut-être voilà, peut-être plus orienté sur des processus en eux-mêmes et, voilà, et de leur apporter, voilà, comme je disais, cette vision plus systémique et de traiter là, de la question, par exemple, du vivant, de la biodiversité. Donc voilà, on profite un peu de ces moments communs pour aussi avoir voilà, cette montée en connaissance et puis monter également en compétences, hein, puisque voilà, depuis quelques années maintenant, dans nos formations, on a une approche par compétences justement de toutes ces questions et de tous nos enseignements. On a notamment créé en 2021 un référentiel de compétences autour de la transition écologique, donc en essayant un peu justement de fixer ce que doit être, on va dire, l'ingénieur du 21e siècle, l'ingénieur éco-responsable, si on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, et là on peut retrouver des compétences aussi bien liées à la question, on va dire, de la modélisation euh, que des questions plus d'ordre sociétal sur les modèles industriels et économiques dans lesquels ça peut s'insérer. Donc là, on aurait des sujets autour, par exemple, de l'économie circulaire, etc., pour avoir, encore une fois, comme je disais, voilà, cette vision vraiment systémique qui, je le répète beaucoup parce que c'est un peu ça la clé, voilà, d'essayer du côté de nos élèves, en fait, de les former à se dire qu'aujourd'hui, voilà, un ingénieur, il doit avoir toutes ses cordes à son arc au vu voilà, des enjeux, de la question de la décarbonation, voilà, du changement climatique et de la transition écologique en elle-même que nous devons porter. C'est intéressant, cette notion de référentiel de compétences, il est propre à l'IMT ou c'est un sujet que vous partagez avec d'autres organisations de formation? Alors, ce référentiel est propre à l'IMT dans sa construction que nous proposons et de la manière dont il s'est diffusé ensuite voilà, dans les programmes de nos écoles. Euh,
Toutefois, voilà, c'est une dynamique qu'on partage aussi avec beaucoup d'autres écoles, de partenaires, puisque voilà, la question, comme je dis, s'est posée dans toute école, dans tout établissement d'enseignement supérieur, et d'autant plus que on a maintenant un objectif voilà, fixé par le gouvernement de pouvoir proposer à l'horizon donc de la prochaine rentrée, donc pour voilà, les années suivantes, ce qu'on appelle un socle de connaissances commun sur voilà, la question de la transition écologique. L'idée étant de se dire qu'aujourd'hui, en fait, tout élève qui rentre dans une formation d'enseignement, en fait, doit voilà, avoir dans son cursus, quelle que soit sa spécialité, un focus qui est fait voilà, sur le changement climatique, comprendre les mécanismes voilà, de causes et conséquences, avoir aussi voilà, des exercices de mise en situation sur, tout à l'heure, je parlais par exemple des impacts sur la biodiversité, voilà, etc. Et donc, en fait, de créer voilà, ce socle dans finalement toutes les formations. Et donc, nous, à ce titre-là, on avait un peu devancé cet exercice avec ce travail de référentiel de compétences qui nous permet de nous structurer, mais c'est une dynamique qui aujourd'hui voilà, est partagée dans le monde de l'enseignement supérieur de manière générale. Et l'est-il dans l'entreprise, mon cher Christophe? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un référentiel de compétences autour de la transition climatique ou de la décarbonation chez Siemens ou non, ou chez les grands industriels de façon générale ou chez vos clients? Alors, un référentiel de la compétence, non. Non. Pour être tout répondre, voilà, tout de go. En revanche, effectivement, des équipes commencent à se fédérer autour de la thématique et on va D'accord. piocher un petit peu, je vais dire, au sein des différentes équipes, des différents cursus, pour avoir une vision la plus large possible et des compétences les plus diverses et variées. Et puis, on l'évoquait également hein, dans l'introduction, finalement, il y a aussi une sensibilité personnelle qui rentre là-dedans avec des motivations qui peuvent être différentes selon les individus. Et donc, on essaie de combiner un petit peu tout ça pour finalement avoir une équipe pluridisciplinaire avec la motivation suffisante, parce que Dieu sait que le sujet est important et vaste et qu'il ne fait que démarrer. Et donc, on essaie de construire voilà, ces équipes-là pour prendre en charge les différentes thématiques, que ce soit au niveau des énergies, au niveau de la conception, comme je le disais tout à l'heure. Enfin voilà, il y a tout un panel de compétences à avoir que l'on essaie d'avoir déjà en interne. Et lorsque ça ne suffit pas, et ça ne suffit pas aujourd'hui par rapport aux questions qui émergent au fur et à mesure que la réflexion grandit, s'entourer de gens qui savent et de compétences, je vais dire nouvelles. Pourquoi pas celle de l'IMT. Après, il faut faire coller effectivement le besoin des industriels avec le référentiel et que tout le monde ait la même compréhension un petit peu de ce qui se dit. Mais voilà, il y a un vrai besoin de nouvelles compétences ou de compléter en tout cas les compétences au sein des industriels et de leurs équipes pour pouvoir appréhender la thématique au sens large. Alors, si je file la métaphore, euh, on se dit qu'il faut que les étudiants acquièrent un savoir diversifié sur le sujet, mais peut-être que les machines aussi, quand on fabrique des outils et des machines et des programmes qui aident à concevoir la production industrielle de demain, eh bien, leur donner le référentiel de compétences, entre guillemets, pour les aider à concevoir des produits industriels décarbonés, ça ne doit pas être facile tous les jours. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez la data pour y arriver? Est-ce que Siemens aujourd'hui est en mesure d'intégrer en profondeur cette notion de décarbonation dans ses modèles à destination de ses clients? Alors, dans les modèles, sur certains aspects, oui, je vais appeler ça consommation énergétique. Enfin, je reviens sur des éléments de base, mais cruciaux, Oui. qu'il faut appréhender. Sur des thèmes plus, je vais dire, plus fins. Par exemple, lorsque je conçois une machine et que je décide de mettre une vis d'un tel diamètre et que je décide, lors de la conception, de changer ce diamètre, quel est l'impact finalement au niveau empreinte carbone au sens large, ça ne l'est pas. C'est pas modélisé aujourd'hui. Et D'accord. donc, il y a besoin d'agréger un petit peu toutes ces connaissances, toutes ces compétences pour pouvoir enrichir les modèles qui permettent non seulement de le faire fonctionner lorsque l'on va modifier des caractéristiques techniques, mais également de voir quel est l'impact en termes d'empreinte carbone. Donc, non, tout n'est pas fait. Les principales compétences, je veux dire, sont à disposition. Les sujets sont appréhendés, mais on voit qu'il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Et donc, il y a besoin finalement de nouvelles compétences qui sont capables d'appréhender ces modèles-là et d'enrichir
les modèles informatiques, on va appeler ça l'intelligence artificielle, ou je préfère appeler ça des modèles, Oui. parce que il y a quand même toujours un humain derrière qui écrit un petit peu comment ça doit fonctionner. Donc voilà, il y a besoin de ces compétences-là et de cette ouverture et cette compréhension un petit peu des enjeux et de ces bases, finalement, qui sont des bases de données qu'il va falloir enrichir au fur et à mesure pour pouvoir agréger tout ça autour de modèles plus complexes. Alors là, on touche un sujet qui est quasiment abyssal ou en tout cas inquiétant ou certainement important. C'est-à-dire que si je vous écoute les uns et les autres, s'il fallait attendre que les étudiants de première année de l'IMT des différentes écoles soient aux manettes pour concevoir les usines de demain, dans lesquelles ils intégreraient donc, une fois qu'ils seraient sortis et aux manettes, ces composantes pour produire les usines d'après-demain, en 2030, on n'y sera pas. Et donc, ma question pour vous tous là maintenant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en décembre 2023? On ne va pas tout résoudre d'un claquement de doigts, évidemment, mais c'est quoi les petits gestes, les premiers petits pas qu'on peut réussir à mener euh, pour faire en sorte, alors je ne sais pas si c'est des questions de sensibilisation, d'accélération, euh, et peut-être continuons ensemble, Christophe, ouais, c'est... Oui, non, effectivement, ça commence par la sensibilisation parce que nombre d'industriels, je l'ai dit, abordent la thématique, enfin, tout le monde doit le faire rien que pour des contraintes de fonctionnement et d'enjeux économiques, mais par rapport au fait d'aller un peu plus loin, d'aller de façon un peu plus poussée, d'avoir les compétences, là, tout le monde n'a pas forcément conscience du gain qu'il peut avoir et finalement de l'impact que ça peut avoir à son échelle. Ça, c'est un petit peu la politique des petits pas, hein, où finalement chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et malheureusement, aujourd'hui encore, bon nombre d'industriels sont trop en questionnement ou regardent ça de façon trop éloignée. Mais je dirais, ce qui est valable sur la décarbonation, finalement, de façon un peu plus large sur l'industrie, on va appeler ça l'industrie du futur, voilà, ou l'industrie de demain, ou 4.0, enfin on l'appelle comme on veut, ou 5.0, c'est égal. Mais sur tous les enjeux, finalement, auxquels les industriels doivent répondre dans la durée, mais dont la transformation commence aujourd'hui. Donc, oui, enfin, je ne vais pas appeler ça abyssal, mais le chemin est long encore, les défis sont nombreux, néanmoins, ça s'appréhende aujourd'hui. Et on commence par des petites actions, à modéliser ce que l'on peut. Et puis, quand on va agréger tout ça, et que chacun va le faire à son échelle, il n'y a pas besoin d'être nécessairement un grand groupe pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, c'est en ça que les industriels doivent prendre conscience qu'ils doivent tous contribuer et appréhender le sujet de la décarbonation pour pouvoir finalement compléter cette chaîne, puisque c'est bien une chaîne, une somme d'acteurs qui viendra ben, au final, on l'espère, répondre à ces enjeux et le plus rapidement possible. Donc, surtout ne pas attendre 2030. Alors, Non. Aurélie, justement, vous nous parliez tout à l'heure des parcours que vous avez mis en place dans votre portail décarbonation, qui sont, si j'ai bien compris, adaptés au niveau de maturité de chacun, hein. Ceux qui n'ont rien fait pour le moment peuvent commencer. Je crois que vous avez votre micro qui est coupé, je crois, Aurélie, non? Moi, je ne vous entends pas, en tout cas. Exactement, tout à fait. Donc, comme vous étiez en train de l'expliquer, nous avons trois niveaux. Donc, un niveau pour les personnes qui ne sont pas encore assez initiées, donc dit débutants, un niveau plus intermédiaire et un niveau dit expert, même si finalement on n'a jamais totalement fini d'en apprendre sur le sujet. Y compris dans les parcours de formation, donc la découverte des parcours de formation qui sont présentés dans le portail, c'est ça? Tout à fait. Alors, Antoine, avant de vous laisser la parole sur le côté étudiant, Marie Presca, j'avais envie de vous poser une question, mais plus finalement en tant que presque représentante d'une génération. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que justement pour faire bouger les choses, c'est à vous de botter les fesses des entreprises? Est-ce que je sais que vous êtes impliqué dans un projet aussi dans la sensibilisation autour du climat. Voilà. Est-ce que vous avez la sensation que aujourd'hui, quand on est une jeune femme d'une trentaine d'années, on peut faire bouger les choses sur ces histoires de décarbonation? Oui, oui, je pense qu'on peut faire bouger les choses. Après, chacun à son échelle. Après, comme on disait tout à l'heure, je crois beaucoup aussi au mimétisme. Et c'est aussi en commençant l'action par soi-même qu'on arrive à sensibiliser, puis après à faire grandir plus ou moins nos petits gestes du quotidien en grande action. Et je pense que ça fonctionne aussi dans ce sens-là. On commence à titre personnel, on en parle aux collègues, on le met en place dans l'entreprise, et ensuite ça suit la chaîne. Une première entreprise commence à faire les choses.
et ainsi de suite. Et je pense qu'on est tous capables aujourd'hui de faire bouger les choses dès aujourd'hui. Eh bien, c'est une très bonne remarque. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est quand vous dites on commence à titre personnel. J'ai quelques années de plus que vous, et à l'époque, je me souviens quand le téléphone mobile est arrivé, on a dit en fait c'est une des premières technologies qui est arrivée par la maison avant de rentrer dans l'entreprise. Est-ce que la décarbonation va arriver par la maison avant de rentrer dans l'entreprise, va arriver par les étudiants? Antoine, est-ce que les étudiants sont en avance par rapport aux profs sur ce sujet-là? Et première question. Et deuxième question, est-ce que l'ingénieur de demain est décarboné by design, hein? Alors, c'est vrai que sur ces questions-là, en fait, déjà, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, en fait, hein. On essaye, voilà, d'avoir, comme tout à l'heure, j'ai expliqué, un socle, voilà, commun de base de connaissances et aussi de compétences. Et ensuite, il faut aussi, voilà, reconnaître, et voilà, je parle notamment, par exemple, pour certains enseignants-chercheurs, voilà, qui peuvent donner des cours à des élèves, et ben, des fois, il faut aussi avoir voilà, ce besoin de se mettre à jour un peu soi-même continuellement, hein, parce qu'en effet, ce sont des choses qu'on a pu remarquer. On a eu des attentes fortes voilà, des élèves qui, face à certains cours qui étaient, on va dire, menés classiquement, d'un coup ne devenaient peut-être plus acceptables sous cette forme-là pour eux, parce qu'il y avait ce besoin voilà, d'aller plus loin, de recontextualiser. Voilà, c'est notamment le cas quand on a des cours liés aux exploitations des ressources, voilà, où aujourd'hui, même si la question reste inévitable, elle doit voilà, s'entourer aussi de cette dimension liée aux impacts que cela génère derrière, aux alternatives possibles, voilà, aux solutions qu'on peut faire, et donc avoir en fait cette idée aussi que la formation donne les clés pour agir ensuite. Mais c'est vrai que comme on l'a dit, on ne peut pas se permettre de juste se reposer sur la formation des jeunes générations et d'attendre ces échéances 2030, de 2050. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille fortement, et c'est un peu l'ADN des écoles IMT, avec voilà, le monde de l'industrie, pour aussi former des personnels en place voilà, dans les entreprises, essayer voilà, de mettre en œuvre ensemble des actions, des formats voilà, spécifiques, hein. Donc, on a tout à l'heure en introduction, je parlais de ce qu'on appelait la formation continue. Donc, on a plusieurs dispositifs en la matière, que ce soit des formations courtes voilà, qui peuvent se dérouler en 2-3 jours, ou l'inscription à des cursus plus longs, type master spécialisé, qui peuvent durer 1 an, par exemple. Voilà. Et ça, ce sont aujourd'hui donc des dispositifs qui existent donc à l'échelle des différentes écoles IMT. Donc, on a une présence voilà, sur divers établissements un peu partout en France. Et un des axes de travail, en tout cas pour moi, sur l'année à venir, sera aussi de, de réfléchir à pouvoir mieux mutualiser en fait ce qui peut exister, hein. Tout à l'heure, vous avez présenté un peu votre portail. Et ce sont vraiment des choses qui nous intéressent, parce qu'on a ce besoin aujourd'hui aussi de visibilité, hein. Nous-mêmes, à l'échelle des fois d'un groupe et de ce qu'on peut faire, on n'est pas forcément voilà, bien coordonnés au courant de tout ce qui peut se passer. Et donc, de faire voilà, ce travail d'inventaire, et ensuite de pouvoir se faire se rencontrer les différents publics, entre quelqu'un qui a l'offre de formation et une entreprise qui en aurait besoin, par exemple. Et voilà, d'essayer de faire ces ponts-là. Et ça, ce sont des choses qui, bah, je veux dire, par rapport à d'autres échéances, peuvent se faire relativement rapidement quand même, ou en tout cas, cette dynamique peut s'enclencher rapidement, et voilà, ouvrir ces portes-là. Ensuite, on a aussi, je me permets de le citer ici, des actions qui existent déjà aujourd'hui, hein. On a par exemple ce qu'on va appeler, nous, un challenge convergence, donc qui est un challenge avec des étudiants, où en fait, on va leur proposer des défis à relever, voilà, des sujets, mais qui sont des sujets réels et existants, venant d'entreprises, qui sont des entreprises voilà, partenaires de nos écoles, et donc qui, à travers en fait un format qu'on va appeler hackathon, hein, voilà, où pendant 2-3 jours, en fait, les élèves sont un peu mis en groupe sous cloche à réfléchir à ces sujets-là, pour essayer de proposer des solutions concrètes à des problèmes concrets. Donc, l'idée, c'est pas forcément de dire ici qu'à travers ce format, voilà, les solutions sont trouvées à ce moment-là, mais ça enclenche une dynamique positive d'échange, voilà, entre ce monde, je vais dire,
de l'enseignement supérieur, des élèves des formations et voilà, économiques, industriels pour échanger. Ce sont aussi des moments où voilà, des liens peuvent se créer pour ensuite, des fois, des sujets de stage plus longs, voire des postes à terme, pourquoi pas. Et donc, voilà, c'est très important aussi voilà, pour nous, ce qu'on va appeler peut-être l'immersion qu'on doit proposer voilà, à nos élèves. Et donc, que ce partage puisse se faire voilà, dans les deux sens et qu'on avance en fait aussi ensemble sur ces questions-là et qu'on ait une approche très voilà, concrète, technique, opérationnelle de la décarbonation. Donc un mix de, vous aviez commencé par un référentiel de compétences, de savoir, mais aussi de découverte, de prise de risque et puis d'intelligence collective. En fait, il y a beaucoup d'éléments dont on parlait beaucoup à l'époque de la transition numérique, qu'on retrouve dans ce que vous partagez depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que ça peut être les petits qui apprennent aux grands, ça peut être du savoir partagé, ça peut être de la découverte. Euh, il nous reste quelques minutes et je vous propose un dernier petit tour de table avec une question commune pour chacun de vous quatre autour de euh, qu'est-ce qui nous laisse à penser qu'il y a de l'espoir pour cette année 2024 autour de ces générations montantes peut-être et de la décarbonation. Et puis, je voulais commencer par vous, Christophe, avec une question. On a beaucoup parlé de ces petits et des jeunes qui apprennent aux plus grands. Est-ce que le reverse mentoring autour de la décarbonation pourrait exister chez Siemens? Est-ce que ça pourrait être un jeune diplômé qui donne des cours aux ingénieurs de 55 ans comme moi? Enfin, moi, je suis même pas ingénieur en plus, autour de ces sujets de décarbonation. Mais tout à fait, parce que alors ça tombe bien parce que j'ai eu l'occasion récemment d'intervenir dans une école d'ingénieurs et on a eu cet échange un petit peu où on leur disait bon, on vient vous présenter un certain nombre de choses sur la technologie, c'est très bien, et on voit que finalement vos questionnements lors de l'échange étaient également sur tout l'aspect environnemental. Et on dit mais vous pouvez nous en apprendre vraisemblablement plus que nous n'en connaissons aujourd'hui, puisque nous avons finalement des enjeux qui sont là, mais qui sont finalement le reflet de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez. Donc, venez, et on a planifié de se voir en mars, pour tout dire. Venez chez nous, expliquez un petit peu quelle est votre vision, quel est votre ressenti, votre sensibilité, et finalement ce que vous attendez de la part d'un industriel. Parce qu'on fait les choses, mais pour répondre à une demande. Mais pour l'instant, cette demande, j'y reviens, le rôle d'un industriel, c'est de produire quelque chose qui correspond à une attente marché. Parfois de l'anticiper lorsqu'on est un peu visionnaire, mais en général, c'est plutôt d'y répondre. Et là, on dit, c'est le marché, quelque part. Les demandeurs, les utilisateurs qui doivent expliquer aux industriels, donc les plus jeunes générations, qui doivent dire un petit peu comment ils imaginent la chose. Après, faisable, réalisable, c'est un autre sujet, à voir comment est-ce qu'on peut l'appréhender ensemble, mais c'est comprendre un petit peu leur perception, leur sensibilité et la manière et l'angle sous lequel ils abordent ça. Et nous sommes, moi aussi j'ai un certain nombre d'années dans l'industrie, aujourd'hui peut-être un peu trop dans des carcans et formatés, parce que voilà, on a un certain nombre d'années dans l'industrie et un vécu qui est ce qu'il est, et peut-être plus assez d'ouverture, clairement, que pour pouvoir avoir cet enrichissement de la part de jeunes collaborateurs ou de jeunes étudiants qui viendraient avec un esprit frais, sans avis voilà, préétabli, un peu d'innocence, je dirais, enrichir cette réflexion. Donc oui, bien sûr, on a beaucoup à apprendre mutuellement, parce que nous, après, on peut expliquer aussi un peu quelles sont les contraintes, mais il ne faut pas partir en disant, bon, on a des contraintes, comment est-ce qu'on fait avec? Non, c'est que souhaite-t-on faire? Et après, on regarde comment est-ce qu'on le fait. Génial. Eh bien, merci pour cette réponse pleine d'énergie. Euh, Aurélie, c'est quoi l'espoir pour 2024? Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir parce qu'on voit que quel que soit le profil, finalement, que ce soit les industriels, les startups, les étudiants, quand tout le monde, finalement, tout le monde s'intéresse à cette thématique et tout le monde y croit. Et comme disait Christophe, je crois également aux petits pas. Et ça me fait penser justement à la légende du colibri. Donc, vous savez, cette fable écologique qui raconte l'histoire d'un petit colibri qui face à un incendie, essaye de l'éteindre justement en remplissant son bec d'eau et il essaye de l'éteindre goutte par goutte. Puis les autres animaux s'interrogent face à l'efficacité et finalement le colibri dit qu'il fait sa part. Et je pense que cette fable, elle illustre bien l'action individuelle, même minime,
dans la lutte des grands défis environnementaux. Et quel que soit notre parcours, et à l'échelle de tout le monde, même si on n'a pas la connaissance suffisante sur les problématiques de la décarbonation, il faut commencer à son échelle, petit à petit. Et justement, si on n'a pas la connaissance suffisante, le parcours peut y aider, puisqu'il y a des profils pour tous les niveaux. Merci Aurélie. Marie-Prisca. Je vous en prie. Alors moi, je vais rejoindre un petit peu les avis qui ont déjà été dits, hein. Pour moi, il y a des solutions, il y a de l'espoir, il y a des choses qui sont possibles. Là où je pense où ça va être important de mettre le curseur, ça va être surtout d'arrêter, d'un point de vue global, de décourager en mettant beaucoup en avant des aberrations qui peuvent se faire aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur l'actualité, mais plutôt rester focus sur les actions positives, sur les choses qui vont dans le bon sens. Il y a beaucoup d'aujourd'hui d'entreprises qui font des bonnes actions et on met toujours en avant le négatif. Donc voilà, changer un petit peu ce focus, changer de paradigme. Et après, je pense que en effet, ça va être indispensable de travailler ensemble parce qu'encore une fois, c'est un enjeu qui va tous nous concerner, qui nous concerne déjà tous. Donc voilà, l'idée, c'est de passer à l'action maintenant, tous ensemble. Bon, ben Antoine, vous avez une énorme responsabilité sur les épaules alors, parce qu'à à former, accompagner, faire partager les étudiants d'aujourd'hui et de demain. Donc à vous le mot de la fin. Bah, je peux que m'inscrire dans la continuité de ce qui vient d'être dit et voilà, et pour être optimiste, en effet, moi ce que je peux dire, c'est que je vois une évolution vraiment profonde qu'on est en train de vivre et qu'on vit depuis quelques années, et une évolution qui, c'est un peu ingrat parce que par rapport voilà, aux défis auxquels on fait face, on a l'impression d'être toujours en retard, mais une évolution qui se fait quand même à vitesse grand V. Moi, je suis encore, on va dire, un peu jeune, et si je repense à mes propres cursus d'il y a quelques années et ce qu'aujourd'hui on peut proposer, voilà, ne serait-ce en pédagogie plus innovante, ce qu'on a pu expliquer, ça a quand même beaucoup changé. On donne plus de clés, plus d'opportunités, plus de possibilités. Et on l'a aussi beaucoup dit, c'est une question qui est à la base intimement personnelle et qui voilà, devient ensuite collective, sociétale. Et je pense que ce passage à l'échelle dans lequel on est aujourd'hui est en train de se faire quand même, parce que la question, elle est quand même sur voilà, la nécessité de décarboner nos sociétés, elle est de moins en moins débattue, pour ne pas dire plus débattue. On voit aussi voilà, que tout se transforme dans ce sens-là, et que aujourd'hui en fait la question c'est plus quoi, pourquoi, mais comment. Et donc ça, je trouve que c'est voilà un motif justement d'optimisme, parce que on est déjà en train de discuter de voilà comment collaborer entre établissements d'enseignement, entreprises, quels dispositifs on peut proposer. Et ça va être amené aussi voilà, à évoluer, bien sûr, hein. Donc, c'est pas forcément qu'aujourd'hui, on a la solution, mais on a voilà, tout le contexte pour trouver ces solutions, voilà, que ça soit à court, moyen et long terme. Donc, voilà, si je devais un peu offrir cette conclusion, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup à tous les quatre et j'aime beaucoup cette conclusion en forme de comment, puisque ben, vous voyez derrière moi, il y a 17 000 comment, là, 17 000 startups en France qui amènent 17 000 solutions à 17 000 problématiques, dont je ne sais plus 1500 ou 2000 dans la green tech et la clean tech, mais aussi chez vous, Christophe, comment concevoir les produits ou les usines respectueuses de l'environnement, respectueuses des valeurs de société, j'allais dire, d'aujourd'hui. Et puis Marie-Prisca et Aurélie, vous nous avez aussi dit comment réussir à faire bouger les lignes en l'espace de quelques mois. Donc j'espère qu'on aura aidé aussi l'audience à comprendre comment faire les premiers petits pas autour de la décarbonation. Merci à tous les quatre pour votre participation et bon vent. Merci beaucoup. Merci à Merci, hein. tous. Merci.